Ce qui est intéressant, c'est d'aller à la rencontre des principes constituant notre être, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et que d'aller à la rencontre de son féminin intérieur, pour un homme, mais une femme aussi, vraiment aller à la rencontre de ce féminin, de le sentir, et donc d'être dans une forme de, je dirais, de vulnérabilité, d'attente, d'accueil, inconditionnel. Eh bien, bon, c'est comme ça qu'on contacte son féminin intérieur, mais c'est à partir de là également que l'on peut bâtir un masculin qui soit sain, droit, et non pas plus ou moins, je sais pas quel mot mettre, mais disons un peu vrillé. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Domum. Qu'est-ce que le tantra ? Est-ce une simple pratique spirituelle, une voie vers une sexualité différente, ou un chemin de transformation intérieure plus profond ? Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jacques Lucas, un homme en quête depuis plus de 30 ans, psychothérapeute et animateur de stages. À travers son expérience personnelle et professionnelle, il partage avec nous son parcours et les transformations profondes qu'il a vécues et qu'il observe chez ses participants. Jacques nous parle de son cheminement, de ses propres peurs et blocages face à la masculinité et de comment il s'est libéré grâce à ce travail sur lui-même. Il évoque également l'importance de la fraternité masculine et la métamorphose que vivent les hommes qui participent à ces stages. En effet, ces espaces de tantra permettent d'explorer des émotions souvent réprimées et de se reconnecter à son essence profonde, loin des stéréotypes de virilité. Cet épisode est une invitation à redécouvrir la masculinité sous un angle plus doux et introspectif, à travers des relations authentiques que l'on peut créer avec soi-même et avec les autres. Bonne écoute. Salut Jacques. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast, bienvenue sur Domum. Comment te sens-tu ? Avec quoi tu arrives ? Quelle est ta météo du moment ? Alors, ma météo du moment, elle est tranquille et je dirais impatient de rentrer dans le vif du sujet. Eh ben écoute, impatient aussi. Moi, je sens un nouveau départ. Je dirais que je sens que c'est une sensation un peu bizarre que j'avais pas ressentie depuis longtemps, mais je dirais météo, sensation de nouveau départ. Et puis, écoute, curieux et en joie de t'accueillir ici. Et comment tu te présentes au monde ? Qu'est-ce que tu aimes dire de toi pour te présenter ? Alors, je peux dire que je suis un homme en quête. Je peux dire que je fais un gros travail sur moi, qui m'a amené à être psychothérapeute, qui m'a amené à m'interroger sur mes enjeux liés à l'amour, liés au désir,
euh, lié à l'humanité, et que par ce biais, par euh, cette énergie, je suis allé à la découverte du tantra et que je suis devenu animateur de stages de tantra. Et avec un petit peu de recul, je me rends compte que l'identité masculine était au centre de mes préoccupations, de ma quête, et que maintenant, ça fait maintenant 30 ans que j'anime des stages pour hommes, Hmm. et que c'est une grande satisfaction lorsque je vois des participants arriver à mes stages assez réticents, Hmm. avec des peurs, avec des histoires, chacun la sienne, et repartir avec un grand sourire et dans une énergie de fraternité Hmm. qu'au départ je ne soupçonnais absolument pas. C'est-à-dire que lors de mon premier stage, que j'ai fait, que j'ai animé parce que ma collègue de l'époque, Marisa Hortelan, animait un tantra femme, j'étais vraiment dans mes petits souliers. J'avais peur des hommes, peur de leur jalousie, peur de leur énergie, peur de... comme j'avais peur de mon frère à l'époque. Hmm. Et chemin faisant, je me suis débarrassé de ces réticences, de ces freins, de ces projections aussi. Et je me suis retrouvé à vivre de très 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 belles fraternités avec la quasi-totalité des premiers participants, et ça m'a encouragé à reproduire l'expérience, à affiner Hmm. le programme de mon stage, et jusqu'à je continue encore aujourd'hui à Mhm. animer, et ça doit être 6, 7 stages de tantra homme par an. Hmm. Hmm. J'aime bien les grandes questions des fois aussi pour commencer, mais c'est quoi le tantra, Jacques? Alors, c'est quoi le tantra? Hmm. Alors, je dirais qu'il n'y a pas un tantra, il y a l'essence du tantra qui est très global, très vaste, et que l'animateur crée son tantra. Mais au cœur donc du tantra, il y a euh, la relation à soi-même, la relation à l'autre, et la relation au monde, à l'humanité, au grand tout. Alors, il est évident que la relation à lui-même, pour cet animateur, influe sur sa transmission. Et que, en tout cas pour moi, euh, il y avait des gros, j'en parlais tout de suite, la jalousie, la peur de la jalousie, les rapports de force, le schéma ou l'image que certaines posent sur des grosses brutes. Bon, un peu, bon, j'en avais très peur. Moi, j'ai été menacé par des gens animés par cette énergie. Et donc, en tant qu'homme, je sentais bien qu'il y avait autre chose, mais que cette autre chose, je ne pouvais pas le découvrir uniquement avec les femmes. Et donc, bon, moi j'étais dans un univers féminin, mes amis Hmm. étaient des femmes, enfin bon, j'aimais les femmes, j'aimais pas les hommes, Hmm. globalement. Alors que maintenant, les choses ont bien changé. En fait, j'ai pacifié ces choses-là à l'intérieur de moi, je les ai transmises, et je vois que ça fonctionne. Et donc j'aime les hommes. Alors j'aime les hommes, je suis pas gay, hein, je suis hétéro, puis bon, je dirais homosensuel. J'adore être dans les bras d'un homme, prendre un homme dans mes bras, c'est quelque chose qui m'apporte des sensations de tendresse, d'affection, de confiance, de lâcher prise,
de, comment dire, de sécurité. Étonnant, étonnant. Et donc, eh ben, bon, pour en arriver là, je pense qu'il y a tout un voyage intérieur à faire pour chacun. Et il y a des clés, des espèces de portes ou des rituels de passage sont proposés dans mes stages qui, eh bien, accélèrent cette prise de conscience, ce lâcher prise. Alors, ça demande bien sûr quelquefois de plonger à l'intérieur de soi, alors avec des souffrances qui peuvent réapparaître du passé, mais on les pacifie et on va travailler en fait les 4 archétypes majeurs qu'a proposé Jung, qui sont le père, l'amant, le guerrier et le sage. Exact. Et quand on a contacté ces 4 aspects du masculin, eh bien, on se sent uni avec soi-même. Et mais, une chose fondamentale, c'est que pour aller explorer ces 4 archétypes, il est nécessaire de plonger dans sa part féminine. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur ce qu'est le masculin pour moi et ce qu'est le féminin pour moi. Ça peut être bien de poser, oui. En fait, je me suis appuyé sur le fonctionnement de l'ovule pour en tirer les principes du féminin et sur le fonctionnement des spermatozoïdes pour en tirer les principes du masculin. Et sachant qu'on est, toi, moi, monsieur, madame, tout le monde, issus de l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. On a ces 2 principes basiques qui nous constituent avec tout leur, je dirais, leur caractère. Le féminin, dans les trompes, au moment de la conception, est dans les trompes et attend avec impatience les spermatozoïdes. Pour ce faire, l'ovule sécrète des substances que l'on appelle chimiotactines et qui vont stimuler l'appétit et le dynamisme des spermatozoïdes. Alors, ça c'est pour le féminin. Donc le féminin attend et est inconditionnellement ouvert à la vie, à l'autre, prêt à féconder, à co-créer. Le masculin, donc les spermatozoïdes, alors d'abord ils sont très nombreux lors d'un éjaculat, donc bon, il y a une grande course, une grande compétition. Et d'autre part, ça ce sont des études que l'on trouve facilement sur Internet, ça a même été filmé. Bon, on met dans une éprouvette le sperme d'un homme et dans une autre éprouvette le sperme d'un autre homme. On mélange les 2 éprouvettes, il y a une hécatombe de morts. C'est-à-dire que les spermatozoïdes reconnaissent ceux qui ont un potentiel génétique à peu près équivalent, et si ce n'est pas le même que soi, il y a beaucoup plus de morts de spermatozoïdes et beaucoup plus rapidement que si on observe une fiole de l'un de ces hommes ou de l'autre sans qu'il y ait mélange des deux spermes. Donc il y a quelque chose dans le masculin par le spermatozoïde, par cette énergie du spermatozoïde qui est de l'ordre du guerrier. Il y a aussi des spermatozoïdes qui sont sacrificiels, c'est-à-dire que lors de passage de zones acides dans le vagin, dans l'utérus, etc., il y a certains spermatozoïdes qui constituent comme un lit pour aider, favoriser le passage des autres spermatozoïdes. Et puis, bon, alors,
le roi, le guerrier, le sage, l'amant, bon, ces caractéristiques sont portées par chacun des spermatozoïdes. Et lorsque le spermatozoïde arrive dans la capsule, il ne féconde pas tout de suite l'ovule. L'ovule attend qu'il y en ait plusieurs, et c'est l'ovule qui sélectionne le spermatozoïde avec lequel il va féconder pour devenir un embryon et puis un enfant. Je trouve ça magique de voir ces comportements parce que ça résonne à l'intérieur de chacun et de chacune. Les hommes comme les femmes sont constitués de ces deux principes. Alors, pour ce qui est intéressant, c'est d'aller à la rencontre des principes constituant notre être, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et d'aller d'abord, alors là je ferme la parenthèse pour revenir à ce que je disais avant, de dire que d'aller à la rencontre de son féminin intérieur, pour un homme, mais une femme aussi, vraiment aller à la rencontre de ce féminin, de le sentir, et donc d'être dans une forme je dirais, de vulnérabilité, d'attente, d'accueil, sans inconditionnel. Eh bien, bon, c'est comme ça qu'on contacte son féminin intérieur, mais c'est à partir de là également que l'on peut bâtir un masculin qui soit sain, droit, et non pas plus ou moins je sais pas quel mot mettre, mais disons un peu vrillé. Et que c'est le programme de mes stages, c'est-à-dire que je commence dans mes stages par travailler le féminin de chacun. Et lorsque ce féminin a été contacté, alors je vois de suite la qualité, l'ambiance, l'énergie du groupe qui change totalement. Tout le monde est passé par entre guillemets, une épreuve initiatique. Qu'on soit gay ou qu'on soit hétéro. Hein. Pour moi, il n'y a pas de différence entre gay et hétéro. C'est l'homme dont il s'agit. Et à partir de là, on peut travailler le guerrier, on peut travailler le père, on peut travailler le sage, on peut travailler aussi le comportement collectif. Il y a des moments dans mes stages, surtout dans le Théoma, qui est une co-création des hommes. Et cette co-création libérait auparavant, dans les années lointaines, il y a 20 ou 30 ans, l'ego qui se remettait en place avec des rivalités, etc. Et ce que j'observe maintenant, alors est-ce que c'est la qualité de mon animation, la qualité du groupe, je ne sais pas. Mais en tout cas, globalement, depuis 15-10 ans, je vois que les luttes d'ego tombent, que un autre monde peut être imaginé à partir du comportement que les hommes ont vécu dans ces stages, dans ces moments de co-création. Et ça c'est hyper transformateur. C'est pour chacun, mais c'est aussi la porte à des perspectives de fonctionnement sociaux, à des perspectives sociales totalement différentes de ce qu'on connaît dans le monde où la compétitivité, la mise en avant, l'ego sont les moteurs de quasiment tous ceux qui réussissent à l'heure actuelle. Donc je pense que dans les années qui viennent, réellement, d'autres façons de fonctionner vont émerger et que ça me réjouit. Donc, tu vois, je prends du plaisir à animer, c'est évident. Je prends du plaisir à voir, à observer, à contribuer à la transformation des uns et des autres. Mais je me réjouis encore plus
à l'idée d'une efficacité à moyen terme, long terme, hein. Il faut que ça fasse stage d'huile, il faut que, et puis il n'y a pas que moi, il y a d'autres animateurs de stage, soit de tantra ou sur, mais je pense que l'essence, elle est là dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire travailler sur soi, euh, le tantra, donc les énergies masculines, féminines, travailler à l'intérieur de soi, sur soi-même, mais aussi dans la relation à l'autre, dans la relation à ses frères, dans la relation à ses sœurs, qu'on soit hétéro ou gay, hein, peu importe. Et puis travailler euh, la, la, la perspective d'une connexion au grand tout, qui donne sens. Hein, c'est magique. Merci pour tout ça. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Allez, rebondissons. Peut-être qu'en fait, j'ai posé la question positive. Peut-être que le fait de la poser en question négative, ça peut aussi aider à comprendre ce qu'est le tantra. Qu'est-ce que n'est pas le tantra? Parce que tu sais, moi, quand je l'aborde avec on va dire des gens qui sont pas forcément connectés à ces espaces-là, tout de suite, on en revient à la sexualité et que à la sexualité. Et qu'est-ce que n'est pas le tantra? Alors, lorsque j'animais les stages de tantra mixte, parce que j'ai arrêté maintenant, ça fait quelques années, je disais que le tantrika préférait le désir plutôt que l'orgasme, que le mouvement intérieur induit par le désir qui monte, et sans avoir comme objectif d'avoir satisfaction, eh bien c'est ça l'essence du tantra aussi. Et ça, pour le contacter, eh bien, il est nécessaire d'être allé dans sa part de féminin. C'est-à-dire qu'on voit bien que les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, il le décrit magnifiquement, l'ami Gray. C'est-à-dire que les hommes jouissent du but et les femmes jouissent du trajet. Et que une alliance du masculin et du féminin à l'intérieur de soi, c'est d'être capable de profiter du trajet et de profiter du but aussi. Mais dans un stage de tantra, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait des règles, cadrage, qui ne fassent pas confondre le tantra justement avec un bésodrome. Un stage de tantra, ce n'est pas un bésodrome. Moi, dans mes stages, il y avait jamais de passage à l'acte. C'était une condition même de mise à la porte. Exclusion. Et du coup, comment ça se passe concrètement? On va plus sur du ressenti, tu parles de connexion? Ben oui. C'est-à-dire que, bon, il y a certaines clés, certaines petites, je sais pas comment dire, mais des choses qui favorisent l'appréciation du voyage. C'est de rester en contact avec soi-même, rester en contact avec l'autre, c'est de respirer, c'est de faire des mouvements qui favorisent la circulation de l'énergie à l'intérieur de soi, et puis c'est la communication. Et que lorsque c'est bien mené, lorsque l'animateur a vraiment un point de départ et un point d'arrivée, donc une construction de son programme, il est évident que les participants évoluent, bougent, comprennent sur eux-mêmes, comprennent sur l'autre. La femme est un mystère pour l'homme. Extraordinaire. L'homme est aussi un mystère pour la femme. Mais je peux pas en parler comme je peux parler du mystère de la femme. Et la femme est un mystère à tous les niveaux. C'est-à-dire que physiquement,
le sexe de la femme, c'est mystérieux, c'est magique, c'est bon, son intériorité, son domaine de sensibilité, d'émotivité, son intelligence émotionnelle, c'est son intuition, c'est mystérieux. Mmh. Et en réalisant cette alliance du masculin et du féminin à l'intérieur de soi, donc en pacifiant Mmh. cette part de féminin, eh bien, l'homme peut découvrir de l'intérieur cet univers qui est celui de la femme. Jamais totalement, mais bon, en tout cas, on le découvre et ça change d'une femme à l'autre. Mmh. Ça Ouais. change d'un partenaire à l'autre, Mmh. d'une partenaire à l'autre. Il y a quelque chose qui m'avait marqué dans une interview avec un de tes collègues, Stéphane Dupré, euh, Mhm. qui disait que c'était, et ça pourrait paraître complètement contradictoire, et pourtant c'est super intéressant, du fait que des hommes s'autorisent à l'homosensualité, comme tu as dit tout à l'heure, au toucher Mhm. avec un autre homme, ça change son rapport à la femme. Oui. Et je trouve ça magique, ça, en fait. Mhm. Toi, comment t'as découvert ça? Qu'est-ce qui t'a mené sur ce tantra et sur cette relation à toi et aux autres? Alors, ce qui m'a amené au tantra, bon, c'est des questions précises sur ma sexualité Hmm. qui n'avaient pas été abordées réellement, travaillées vraiment dans le cadre de ma formation de psychothérapeute. J'ai fait une formation, l'EFAPO, qui a duré 4 ans et demi. J'ai été assistant dans cette école de formateur de psychothérapeute. Et on a parlé de la sexualité aussi bien dans le cadre de la formation, mais aussi dans le cadre de ma psychothérapie qui a été longue. Eh bien, je trouvais pas ni matière à vrai travail, ni solution, ni compréhension de mes enjeux. Et Hmm. lorsque j'ai découvert le tantra, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, de travailler sa sexualité dans un cadre protégé Hmm. et avec euh, des hommes comme moi dans la même dynamique, avec des femmes en miroir et un cadre avec des animateurs qui tenaient le cadre, eh bien ça m'a permis d'explorer mon intérieur, de pacifier ce qui devait être pacifié, Hmm. de remettre à la place et puis vraiment de plonger à l'intérieur de moi. J'étais comme quasiment tous les hommes, j'étais dans une résistance au féminin. Hmm. Bon, À l'émotionnel, tu veux dire, tout ça. Ouais. bah, et au contact, Hmm. au contact. C'est-à-dire, moi je viens d'une famille où mon frère, pour dire bonjour à ses fils qu'il n'avait pas vus depuis un moment, leur serrait la main. Hmm. Ouais, il y a pas de contact, d'embrassade. Non. Hmm. Hmm. Ben, on le voit avec beaucoup d'hommes qui sont dans leur résistance masculine, qui, Hmm. lorsqu'on leur fait la bise, c'est presque des coups de tête qu'ils donnent, ou alors, bon, ils présentent l'arrière de la tête plutôt que de présenter la joue. C'est étrange, mais bon. Mais bon, alors que une étreinte tendre et sensuelle, en confiance, mais Hmm. c'est magique, c'est magique. Hmm. Ouais, c'est quoi les blocages que viennent débloquer? En tout cas, avec les blocages auxquels font face les hommes et qui viennent débloquer en tantra. Qu'est-ce qui Alors, vient se jouer? il y en a un majeur. Il y en a un majeur. Oui. C'est pour un hétéro Hmm. la peur d'être homo Hmm. et que du même coup ça bouleverse complètement l'identité, les croyances sur ce que l'on est, sur ce que doit être l'homme, Hmm. etc., etc. C'est-à-dire, tu sais, mon père était cardiologue
Et il a fait ses études. Alors, toi, il est né en 22, donc il a fait ses études en 40, 45, tu vois, fin de la guerre. Et il me racontait un truc, c'est que tous les ans, il y avait une fête dans son service où il était interne, qui était euh, un espèce de bizutage, où en fait il mettait un drap avec la personne qui était d'un côté du drap ne voyait pas qui était derrière. Il y avait un trou dans ce drap et l'étudiant ou le nouvel interne passait ses parties génitales dans ce trou, et de l'autre côté tout le service défilait et touchait les parties génitales de cet homme. Et la grande rigolade, c'était lorsque l'interne en question avait une érection alors que c'était un homme qui le touchait. Hmm. Alors, à savoir que de nos jours, ça se pratique plus du tout, tu Non. vois, hein. Et fort heureusement, parce que Oui, ça bien peut sûr. être traumatisant. Mais c'est parlant Hmm. de quelque chose, c'est-à-dire qu'un homme qui, même sans arrière-pensée sexuelle, de séduction ou d'excitation, a une érection face à un autre homme, eh bien, dans le monde, il peut Hmm. être suspecté très vite d'homosexualité. Hmm. Hmm. Et pourtant, l'homme, toi, moi, tous les êtres humains, hein, tous les hommes, Hmm. on a peu de pouvoir, de contrôle, de maîtrise sur nos érections. Hmm. Je me souviens, à 14 ans, ou même un peu avant, à 13 ans, je suis allé à ma première boum. Et bon, c'était mon frère qui m'y avait invité, c'était ses copains, etc. Et bon, je savais pas danser, c'était pas mon monde, mais il y avait la sœur des filles qui étaient là, ou d'un des jeunes hommes qui étaient là. Et donc, quand est arrivé les slows, je me suis dit, tiens, ça, je peux faire, je peux danser. Donc, je suis allé l'inviter. Et puis, tu sais, on s'est rapprochés. Et puis nos bassins se touchaient, et puis j'ai eu une érection, et puis j'ai senti le bassin de ma danseuse qui s'éloignait, j'ai senti de la gêne et Hmm. chez elle et chez moi, et à la fin de la danse, elle m'a remercié sans me regarder, elle est repartie s'asseoir. Et moi j'ai quitté cette boum avec un sentiment de honte, de malaise, parce que je voulais pas la choquer, tu vois, Hmm. et je me suis rendu compte que, tu vois, j'aurais pas dû bander. Mais merde, je ne pouvais pas faire autrement, c'est mon Hmm. corps qui parle. Hmm. Donc, quand le corps parle, eh bien, il faut l'écouter. Qu'est-ce qu'il a à dire? Et puis faire des choix. Bon, si on a envie d'avoir une vie homosexuelle ou au moins d'avoir des contacts homosexuels, pourquoi pas? C'est pas mon truc, c'est pas le choix de bien des hommes. Ben, c'est respectable. Et comme c'est respectable aussi que des homosexuels qui vibrent qu'au contact des hommes aient une vie homosexuelle. Mais à savoir qu'un hétérosexuel ne doit pas se sentir en danger en Hmm. contact d'un gay, et que d'autre part, il n'y a pas de jugement à avoir ou de disqualification de l'identité d'homme si on est gay. Hmm. Hmm. Tous les hommes, à l'intérieur d'eux-mêmes, ont une proportion plus ou moins importante de masculin et de féminin, d'attraits homosexuels, qu'ils mettent en acte ou pas. Et Hmm. ça, c'est une très bonne chose, c'est la liberté. Hmm. Hmm. Tu- Sur tout ce que tu as évoqué, j'entends la notion de désir, c'est quelque chose aussi qu'on explore en tantra. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le désir? Très souvent, le désir, d'une manière inconsciente, parfois consciente, c'est une résonance à des moments qui ont suscité
notre excitation physique dans notre enfance, voire même dans notre toute petite enfance ou dans notre adolescence. Mm. On essaye toujours de reproduire ce qui nous a excité parce que il y a quelque chose de très vivant dedans. Et il y a d'autres manières de désirer. Les caresses, le réveil du corps, la découverte de l'autre, l'échange, la communication. Il y a plein de manières diverses et variées de mettre en place cette énergie de désir et de la consommer avec respect pour soi, pour l'autre, et d'y donner sens. J'entends du sacré, du coup. Et c'est ce que j'allais dire. C'est de là qu'émerge le sacré. Ça crée ça. Cette attitude-là crée ça, le sacré. Ouais, de remettre du sacré dans la rencontre, dans la relation, dans la sexualité. Pour revenir à Stéphane, il parle souvent de désir, de plaisir et d'union. C'est un peu la voie du tantra. Oui, je dis un peu la même chose. Le désir, l'excitation est à distance. Le désir se rapproche, et puis le plaisir se met en place ou pas. Et ensuite, si c'est possible, l'union. Alors qu'elle soit de l'ordre physique, en faisant l'amour, ou qu'elle soit de l'ordre, je veux pas dire symbolique, je veux dire de l'ordre sacré, avec la pratique du tantra, où on peut faire la vague, ou la flûte à distance, où on se regarde, on respire ensemble, on fait monter ses énergies, on les partage, et à ce moment-là, c'est l'union, tout à fait. Tu parles de vague, c'est quoi la vague? Alors la vague, c'est un yoga à deux. Alors, il faut d'abord l'apprendre seul, en contractant les muscles du périnée, en faisant monter la respiration à travers tous les chakras, la laisser redescendre, et puis la faire monter de manière contrôlée, quoi. Et ça, lorsqu'on pratique à deux cette flûte, on appelle ça la vague. Donc la flûte, on pratique seul, et la vague, on pratique à deux. Et c'est comment, toi, qu'est-ce que tu observes pour les hommes ce que j'entends à travers ça, entrer en relation avec son corps, écouter son corps, comment c'est pour les hommes de cette approche-là? Alors, justement, c'est là où l'homme a un gros travail à faire, et que ce travail sur le féminin intérieur de l'homme est fondamental. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes ne fonctionnent qu'avec leur tête, leur fantasme, l'excitation. Ils pensent scène ou organes génitaux, ils ont des images, et hop, l'érection se met en place, et il faut qu'ils consomment, etc. Ça, pour moi, c'est une sexualité misérable. Pour moi, il y a plusieurs niveaux. Il y a la sexualité excitatoire, où on va chercher l'excitation. Et deuxième niveau, c'est la sexualité amoureuse. On est amoureux de l'autre, d'un autre bien particulier, et à son contact naît le désir, se réveille l'amour, et puis ensuite, il y a une troisième étape qui est, pour moi, la sexualité sacrée, qui là dépasse ces deux stades. Ça devient presque une ascèse. Et ça, je suis ravi de voir des vieux couples, qui ont quelquefois 20, 30 ans de mariage, venir en stage pour apprendre une autre manière de faire l'amour que celle qu'ils connaissaient, où c'est plus l'excitation, ni même la volonté d'honorer son partenaire. Donc, c'est une co-construction une création, donc, et ça, c'est de là que naît le sacré. C'est mettre de côté ses intérêts personnels, je dirais, ou son plaisir personnel, ou son mode de fonctionnement habituel, pour
transcender et aller à la rencontre de cet univers sacré. Moi, le tantra, je l'ai rencontré de manière très, je dirais, très fugitive et inconsciente à l'âge d'avoir 18 ans. En fait, à 18 ans, j'ai rencontré une jeune femme qui avait 15 ans et demi, 16 ans. Et bon, moi, je voulais pas faire l'amour avec elle. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait non, 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 je suis majeur, elle l'est pas. Bon, en plus, pour venir me voir, elle faisait le mur. Enfin, bon, tu vois, de chez elle, pour moi, il y avait un univers intouchable là. Et on a dormi de nombreuses fois l'un à côté de l'autre, nus. Alors, elle avait heureusement aussi un problème lié à la sexualité, bon qui bon après plusieurs années après, parce qu'on s'est revus, elle est devenue une amie quoi, hein, et elle avait un problème personnel qui faisait qu'elle avait très peur de faire l'amour, d'être pénétrée. Et donc, en tout cas, j'ai été en contact avec elle, nu, peau à peau, sans faire l'amour avec elle pendant plus de 6 mois. Et pas tous les jours, hein, mais régulièrement. Et je peux te dire que j'avais des érections qui étaient... Et que, bon, je pratiquais une méditation, donc... Et là, j'ai goûté des moments d'essence tantrique extraordinaires. Et ça, je ne savais pas ce qu'était le tantra, et je n'ai pas pu reproduire ça pendant des années avec mes différents partenaires, jusqu'à ce que je fasse du tantra et que je me dise, ben oui, voilà, il faut faire monter l'énergie, respirer, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose, et respirer de manière très spécifique, hein, c'est contraction des muscles du périnée, etc., etc. Et ça, ça s'apprend. Donc le tantra amène une expérience à partir de techniques très facilement reproductibles. Aujourd'hui, là où on en est, les hommes ont du mal à se tourner vers des accompagnements à la relation à soi ou à l'autre. Pour autant, le tantra, ça a l'air encore de fonctionner par cet aspect de la sexualité. Qu'est-ce que la sexualité dit de nous? Qu'est-ce que la sexualité dit de nous? Moi, je dirais qu'elle parle, bien sûr, de notre rapport à notre image, à l'image de l'autre. Notre sexualité parle de notre gestion du plaisir, parle également de nos enjeux de relation à l'autre. C'est sûr qu'une sexualité SM, ou dominant-dominé, c'est rentrer dans sur une pente glissante où le respect de l'autre il est fondamental pour moi, en tant que tantrika, d'être dans un plein respect de son partenaire, de sa partenaire. J'ai fait des rencontres dans mon histoire de femmes qui me disaient, mais donne-moi une fessée, ou appelle-moi salope, etc., etc. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Pour moi, je ne fais pas l'amour systématiquement de manière grandiose et tantrique, mais à chaque fois, j'essaye d'instiller cette dimension que moi j'appelle sacrée de reconnaissance de l'autre, de reconnaissance de moi-même, et d'appel à vivre une expérience qui ne soit pas que physique. Mais est-ce que ça passe pas une sexualité épanouie par un peu tous ces aspects, d'avoir autant peut-être d'espace effectivement sacré où il y a beaucoup
de ralentissement, de douceur, d'écoute, de communication, et puis des fois de retrouver peut-être une certaine animalité. Bien sûr, j'allais le dire, Mm. mais à l'intérieur de soi, de moi, je ne peux être que dans le respect, que dans à la limite, ce n'est pas le faire, c'est la position qui est importante. Mais je dis que de rentrer dans des démarches dominant-dominé, on glisse vite vers le sadomasochisme et la notion de sacré disparaît. Ouais, rapport de force. Et ouais, donc il y a une nécessité de vigilance vraiment accrue, forte, puissante à chaque instant. Rapport de force, du coup, ça me fait connecter à et t'en parles dans tes livres de fait justement, notamment du toucher entre hommes, notamment dans les tantras hommes, que ça amène à de la fraternité et on sort de cette rivalité. Qu'est-ce qui fait que ça amène à sortir de cette parce que c'est quand même une des problématiques aujourd'hui de notre société, trop masculine selon moi, où on est trop en compétition. C'est quoi? C'est qu'on reconnaît l'autre homme comme une part de soi aussi. Ah oui. Et puis encore une fois, de toucher un homme, c'est physiquement, c'est aussi le toucher à un niveau sentimental. Bon, et c'est accepter, bien sûr, qu'on ne peut pas toucher l'autre sans être touché. Si je te touche même la main, on se touche mutuellement. Donc il y a aussi recevoir l'autre. Donc il y a le féminin qui est en jeu, personnel. Et que, alors là, j'avais quelque chose que je voulais dire et qui, hop, est passé. Ça va peut-être me revenir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de consentement, qui est une notion qui est apparue énormément depuis quelques années dans notre société. Est-ce que c'est un espace où on apprend le consentement? Pour moi, il n'y a pas de structure tantrique à se faire sans qu'il y ait un salut. C'est un rituel qui recale en soi. Et au tout début du stage, il y a systématiquement un engagement de chacun à être dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. C'est une chose fondamentale qui, c'est un engagement, et c'est un engagement conséquent. C'est-à-dire quelqu'un qu'on voit, c'est quasiment jamais arrivé, mais par maladresse, oui, mais pas par mauvaise volonté, quoi. Mais qui manque de respect à quelqu'un, on va lui signaler, et souvent c'est oui, je m'étais pas rendu compte, et du même coup c'est l'ouverture d'une porte vers le respect de l'autre qui était un mystère pour entre guillemets le contrevenant au départ. Donc ouais, il y a un consentement obligatoire, global, et renouvelé à chacune des structures, on appelle structure des exercices, les structures impliquantes. Ça fait bouger comment les hommes, le tantra? Est-ce que c'est des espaces qui sont thérapeutiques ou qui peuvent amener ensuite à se lancer dans une thérapie? Bon, je pense que être psychothérapeute ou au moins avoir des talents de psychothérapeute est presque fondamental pour accompagner un groupe de tantra. Le tantra est bien au-delà de la psychothérapie, mais bon, je dirais que c'est un atout supplémentaire et c'est un atout majeur même lorsque des personnes viennent au début pour la première fois ou il arrive qu'il y ait une phase de turbulence qui émerge, eh bien le psychothérapeute avec ses lasers peut aider à franchir un cap, à traverser un gué, à sauter d'une petite falaise pour rebondir, lâcher ce qui doit être lâché et changer.
Le nombre d'hommes qui m'envoient des témoignages post-stage en me disant mon entourage a remarqué que j'ai changé, ils se sentent aussi différents dans la relation aux autres et me font une publicité de bouche à oreille. Moi, je ne fais plus de publicité pour mes stages depuis belle lurette. C'est le bouche à oreille qui fonctionne. Et oui, il y a un avant, un après stage. C'est une évidence. Mais ça demande un suivi derrière, ça peut ou toi tu restes un peu en contact un peu avec tes stagiaires et s'il y a vraiment des choses qui bougent. Ouais. Je suis à disposition. C'est-à-dire s'il y a eu un mal vécu qui nécessite un travail perso, ça peut se faire sur place pendant le stage, à un moment de pause. Ça peut se faire après le stage par téléphone, en vidéo, etc., etc. Et puis, pour des personnes qui sont en démarche thérapeutique, eh bien, c'est un excellent domaine de travail. C'est-à-dire que, il y a de la matière. Arriver face à son psy et dire... si le psy est ouvert, je parle pas de lacanien qui ne touche pas la main de leur client parce que c'est contraire au principe de ce type de psychanalyse. Mais un gestaltiste, un thérapeute psychocorporel peut entendre facilement le programme du stage et travailler avec son client pour l'aider à démêler ce qui a peut-être été révélé pendant le stage comme un contenu conflictuel. Et comment on se dépatouille ou on se perd pas dans les différents tantras, ou je sais pas si on peut dire différents tantras, mais il y a le tantra rouge, il y a le tantra blanc, le tantra mix, le néo-tantra, le tétra homme, le tantra couple, comment on trouve sa voie là-dedans? Alors, au moins en Occident, en Europe, le tantra est un tantra rose, celui qui est proposé. C'est-à-dire, il n'y a pas de pénétration, de pénis dans le vagin à être pratiqué pendant les structures. On peut travailler sur les organes génitaux, mais on ne passe pas à l'acte sexuellement. L'homme est invité à ne pas éjaculer, même s'il y a un massage du sexe de l'homme, en particulier dans les stages tantramiques, et je trouve que c'est très juste. Donc, alors il y a aussi ce qu'on appelle le tantra blanc, où là, la nudité n'est pas de mise, on se met pas nu, alors que dans les stages de tantra rose, il y a de la nudité. Dans les stages tantra couple, alors moi je propose quelques nudités dans le temple, mais après les couples vont pratiquer les propositions que je fais en chambre. Et là, c'est du tantra rouge, parce qu'il y a des pénétrations. Et c'est quoi une démarche tantrique, du coup? Tu parles de démarche tantrique, ou tu parles d'art de vivre aussi? Le tantra, c'est une pratique. C'est une position aussi à l'intérieur de soi. Oui. Et c'est un engagement, c'est une démarche spirituelle. C'est-à-dire que venir à un stage de tantra, oui, les énergies vont monter, mais elles vont redescendre après. Et que si on veut préserver une certaine qualité, un certain regard, il y a une pratique à faire chez soi, des méditations, pratiquer la flûte, contracter les muscles du périnée, etc., etc. Faire des exercices proposés en stage avec un copain, une copine. Alors, je vais citer le yin-yang, par exemple. Enfin bon, bref, de manière à entretenir et la démarche et la qualité perçue en stage. Sinon, ça redescend, et puis alors les gens refont un autre stage, ça remonte, et puis ça redescend. Avec le temps, de toute manière, il y a un acquis qui se présente,
mais bon, ça peut être long enfin long, ça peut, ouais, c'est plus long que si on pratique réellement, on met en place les pratiques du tantra dans sa vie perso, dans sa Hmm. sexualité, dans sa vie amoureuse. Hmm. Ouais, c'est un art de vivre, comme tu dis. C'est un art de vivre et d'aimer. Absolument, c'était dans ma pub, ça. Ouais, Non. je sais. Hmm. Et, euh, et tu parlais, j'ai bien aimé aussi, et puis ça fait peut-être un lien aussi avec ce que tu disais en introduction. Une société tantrique, qu'est-ce que ça donnerait une société tantrique? Alors, tu sais que à Mohenjo-daro, c'est dans la vallée d'Indus, une cité tantrique a été découverte et le constat était qu'il n'y avait pas d'armes. Hmm. Il n'y a Pas pas d'armes. trouvé une arme sur le, le- le- la totalité de cette ville. Il n'y avait pas de prison. Et je pense, alors par contre, il y avait un arbre, alors c'était recouvert ça a été recouvert par les sables, Mohenjo-daro. Et en fouillant, en creusant, ils ont trouvé un arbre mâle avec un arbre femelle qui était très proches l'un de l'autre, avec au bas de ces arbres des objets de rituel. Eh bien, je crois que euh, une société tantrique serait l'agressivité n'aurait plus lieu d'être. Il y aurait Hmm. pas. On ne recherche pas l'avoir, on recherche l'être. Hmm. Quand on est en contact avec l'être, bon, ouais, j'ai été SDF dans mon adolescence et je peux dire que sans rien avoir, je me sentais peut-être plus heureux qu'à certains moments dans ma vie où j'avais, mais où bon, j'étais dans la dimension de l'avoir. Hmm. Hmm. La peur de perdre, la Hmm. peur de le vouloir plus, être euh, dans une dimension non spirituelle. Hmm. Tu parles de peur. C'est quoi les peurs, toi, que t'as encore, ou les peurs que t'affrontes ces derniers temps? Hmm. Ah, écoute, la peur de vieillir. Hmm. Euh, Quoique, il y a des choses très intéressantes d'en prendre de l'âge. La, la peur euh, de perdre, tu vois, donc je suis quand même dans une forme d'avoir, mais Hmm. de perdre l'aura et de la notoriété que j'ai encore, mais qui est en train de baisser un peu, quoi. Je suis en train de passer le témoin, Hmm. Stéphane Leblanc, qui est mon poulain, et non, mon héritier, mon successeur, en tout cas je le souhaite, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de qualité. Bon, euh, en fait, j'ai peur de souffrir. Hmm. Qu'est-ce que c'est que la souffrance physiquement? Bon, je peux imaginer, mais me retrouver dans de la souffrance physique, mais c'est pas très présent. Par contre, avoir peur de perdre l'amour, de Hmm. perdre l'amour des gens. Oui, ici, c'est une, mais bon, c'est plus, c'est pas une peur qui me tient le vent. Hmm. Mais elle est là quelque part. Elle est là quelque part. Ah oui, bien sûr. Bah, tu sais, la peur, je pense qu'on s'en débarrasse pas, Hmm. même après avoir fait beaucoup, beaucoup de chemin à la rencontre de soi-même. Hmm. Non, mais c'est bien de l'entendre, tu vois. Des fois, un peu de la part des personnes qui accompagnent, de voir que on reste des humains. On a aussi nos peurs, nos failles. Hmm. Mmh. Tu dirais quoi aux personnes pour qu'elles s'orientent vers le tantra ou qu'elles viennent essayer? Qu'est-ce que t'aurais envie de leur dire? Bah, premièrement, je dirais que le contenu du Tantra Homme, pour moi, est un contenu initiatique.
et que dans nos sociétés occidentales, les initiations à la masculinité, il y en a plus. Ensuite, donc pour moi, ce serait important que beaucoup d'hommes se mobilisent, prennent conscience de cela et se mettent en marche de faire des stages de tantra ou des démarches de développement personnel qui les amènent à bon. Ensuite, quand j'observe à quel point les rencontres tantriques avec mes partenaires peuvent à certains moments être magiques, extrêmement denses, transcendantes, j'ai envie de leur dire, il n'y a pas de temps à perdre, il faut allez-y. Parce que la dimension vécue par le tantra dans une relation où le corps, le cœur et l'esprit sont en résonance, sont en phase, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Et c'est extatique. Et je peux retrouver ces moments-là, quelquefois juste à regarder un paysage, où il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, une circulation d'énergie, quelque chose qui s'ouvre, qui se détend, qui sourit à l'intérieur de moi. Et j'ai l'impression d'être connecté au grand tout. Eh bien, écoute, sur ces mots, j'aime quand même bien donner un dernier espace à mon invité pour... Est-ce qu'il y a un mot, une réflexion, un partage en plus que tu souhaiterais exprimer? J'ai envie de dire que le monde actuel nous présente une ambiance, des enjeux qui me semblent très délicats, voire dangereux, et que il est important de rester centré. Il est important d'être vraiment connecté à soi-même pour rester lucide et ne pas sombrer soit dans des peurs excessives, subir les propagandes, les influences et vivre dans des peurs, moi j'ai pas peur de ce qui se passe dans le monde. J'ai l'impression que le monde, à terme, se dirige vers du magique, du tantrique, mais c'est à construire. C'est le défi. Merci Jacques. Merci Jacques. De toute façon, si les personnes sont intéressées par... alors tu as des livres, tous les chemins mènent à l'homme. Tout à fait, et le tantra, horizon sacré de la relation. Avec Marisa. Co-écrit avec Marisa. Voilà. Et puis les personnes de toute façon peuvent... je mettrai les liens comme d'habitude. Ouais, j'ai un site. Oui. Jacques-lucas.fr. Ça roule. Ben écoute, Jacques, merci beaucoup pour ton partage. Bonne continuation dans tes stages. Continue de transmettre même à Stéphane. J'entends. Et puis moi je te dis au plaisir. Allez, au plaisir. Et si tu veux venir à nos stages, n'hésite pas. J'y pense. Demande-moi. Ça roule. Merci. Merci Jacques. À bientôt. Big à toi et merci à tous ceux et voire celles qui m'ont écouté, d'avoir tenu jusque là et qu'elles ont bien profité de ce qui est le trésor de ma vie et que j'aime transmettre, partager, témoigner. Merci pour ce témoignage. À bientôt Jacques. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités,
n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, Domahome Podcast, tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.